À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Bonjour Marie. Salut Jérémy. Comment ça va? Ah, c'est l'éternelle question. Moi, ça va toujours bien. Donc, ça va très bien. Je savais. J'avais hâte qu'on arrive à l'entrevue d'aujourd'hui parce que chacune des personnes que je rencontre a un parcours, mais en fait, chacune des personnes est une histoire à raconter, mais la tienne, elle est déstabilisante. C'est la raison pour laquelle je la présente sous l'angle de sortir des sentiers battus. Parce que tu l'incarnes tellement. Tu sais, des fois, on a l'impression d'être wild dans notre vie, puis on se rend compte que non, on marche encore dans le chemin, puis on fait juste tasser un peu de gravelle, alors qu'il y a tellement d'opportunités qu'on ne voit pas à côté. Pour mettre en contexte, la première fois où on s'est rencontrés, c'est dans le cadre d'une séance d'hypnose. Je le raconte dans mon livre parce que on n'était pas, ben non, c'est pas vrai. Cartésien comme j'étais, j'aurais jamais pensé me rendre jusqu'à ton bureau. D'ailleurs, quand on m'a remis ta carte dans un contexte bien particulier, puis que je t'ai appelé et que tu m'as dit, écoute, Jérémy, dans quel contexte, parce que je ne savais pas pourquoi je voulais aller te rencontrer. J'avais ta carte, il fallait que j'y aille. Une discussion avec toi m'a convaincu qu'il fallait que je me rende et je me souviens que je t'avais demandé de me faire vivre la patente la plus loin de ce qui était ma zone de confort. On aurait pu y aller en hypno-coaching. Et je t'ai plutôt demandé de me faire vivre une hypnose de régression vie antérieure. J'ai été servi. Alors, les sceptiques qui nous écoutent, ça donne le ton à l'entrevue d'aujourd'hui. Sortir des sentiers battus, ça ne peut pas être plus ça que ça. Alors, là, les gens ont compris que toi, dans la vie, tu travailles au niveau de l'hypnose. On va y revenir un peu plus tard. Est-ce que déjà, toute jeune, la petite Marie, elle était destinée à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est une bonne question, Jérémy. Est-ce que j'étais prédestinée à faire ce que je fais aujourd'hui et là où je suis rendue aujourd'hui? Je dirais qu'à ce moment-là, je savais pas que j'étais destinée à faire ça, mais je savais qu'il y avait beaucoup plus large que ce que je vivais quand j'étais déjà toute petite. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là. Moi, ça a commencé très, très jeune, mon désir d'être ailleurs que dans le moule. Donc, est-ce que j'étais prédestinée? Oui, je sens aujourd'hui que je suis prédestinée à faire ce que je fais aujourd'hui, à être là et à mener ça encore plus loin. Mais c'est comme c'est sans fin, tu sais. C'est comme sans fin. Sortir du sentier. Ah, il est battu. Non, je sors du sentier. Non, il est battu. Non, je sors du sentier. Comme je peux pas fitter dans quelque chose qui est droit, qui est linéaire. Parce que dans ton contexte familial immédiat, je veux dire, l'hypnose n'était pas une discipline qui était mise de l'avant, j'imagine, hein? Non, non, pas du tout. En fait, du côté de ma famille, ce sont des intellectuels. Donc, moi, je pars avec déjà, puis je l'explique souvent, dans ma vie, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des parents parfaits pour moi, parce que dans le fond, c'est les seuls parents que je connais, donc ils sont parfaits pour moi. Et dans leur projet, donc c'est-à-dire dans leur programme à eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ma mère désirait avoir des enfants intelligents. Donc, elle s'est trouvée un mari hyper intelligent. Et ce que ça a fait à l'intérieur de la petite Marie, ça a fait que pour avoir toute l'attention, pour être aimée, parce que l'essentiel d'une personne, c'est de venir au monde, s'incarner puis être aimée. Donc, l'essentiel de ça, c'était, Marie, pour être aimée, tu dois connaître, savoir, faire, toucher, apprendre, diriger, voir tout ce que tu es capable de voir dans l'espace le plus court possible. Et bien, ça, ce que ça crée symboliquement, ça crée de l'hyperactivité mentale.
pour s'ajuster, disons, dans son programme, pour fitter le programme du père et de la mère qui veulent des enfants intelligents. Donc, pour moi, il n'était pas question que je n'aille pas à l'école, que je n'aille pas à l'université et tout ça. Par contre, dans mon programme, j'ai un cerveau qui fonctionne pas du tout de la même façon qu'un cerveau dans les sentiers battus, un cerveau carré. Mon cerveau, il est de toutes les formes, de toutes les couleurs, sauf le régulier. Donc, aujourd'hui, on appellerait ça un cerveau de TDA, donc trouble de déficit d'attention, avec hyperactivité. Moi, je l'ai pimpé, j'ai mis ça avec 3 H, parce que franchement, être dans ma tête, pas sûr que tu aurais l'énergie pour être capable de me suivre, ne serait-ce qu'une demi-journée. Donc, je déménageais beaucoup d'air. Donc, le projet que j'ai pris, moi, mon projet sens, c'est-à-dire ce qui a fait du sens pour moi, c'est de connaître, savoir autre chose que ce que je connais pas. Donc, c'est déjà très petite, j'étais d'une curiosité. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Comment? Explique-moi pourquoi, comment. Puis, je suis devenue quelqu'un qui est très ouverte, qui veut savoir et connaître des choses. Donc, ça a commencé très jeune. Et ton papa, quand tu disais ta mère a choisi un homme très intelligent, il était beaucoup plus cartésien, c'est ça? Ah oui, mon papa, c'est un grand architecte. Mon papa, c'est un des plus grands architectes de la ville de Sherbrooke. Écoute, il a construit des bâtiments, des églises. En fait, il a fait la ville de Sherbrooke au complet. Si on connaissait son histoire, c'est fascinant. Et non seulement il est un grand architecte, mais il connaît tout ce qui peut exister dans tous les domaines. C'est-à-dire, il a étudié la joaillerie, il a étudié les armes à feu, il étudie tout le temps. Il est tout le temps en train de vouloir apprendre. Fait que c'est quelqu'un qui est très, très intelligent au niveau du cerveau. Mais on sait très bien que des fois, quand on développe beaucoup le cerveau, des fois, il n'est pas connecté au niveau de l'âme et du cœur. Donc, quand on est un gros cerveau, des fois, on devient un peu atypique. Donc, je suis partie de ces bases-là également, mais j'ai vraiment cette capacité-là à apprendre, savoir, connaître des choses. Pas dans des livres. Moi, ça doit être appris en kinesthésie. Ça veut dire, je dois le sentir, ressentir, vivre le trip, le sentir dans le fond de mon cœur, de mon corps, pour que ça fasse du sens pour moi. Et je dois montrer aux autres que je sais tout ça pour accompagner mon projet sens. Donc, je deviens déjà toute petite, je gère, je mène toute la patente et je montre des affaires nouvelles aux gens. Comment faire pour monter dans un arbre? Mais les pieds en premier. Comment faire pour sauter dans un pas d'eau puis se mettre de la boîte partout? Tout ce qui peut pas fitter avec l'ordre et la discipline. Donc, je suis partout. J'essaie plein de choses. Wow. Donc, je suis pas vraiment dans le moule. Je suis pas là du tout. Et ta mère dans tout ça? Oui, ma mère, elle est quand même extraordinaire. Ma mère, c'est une femme qui s'est impliquée dans tout. Donc, c'est une dame qui ne travaillait pas à l'extérieur de la maison. Donc, mon père était le pourvoyeur. C'est un peu le format de la famille nucléaire à ce moment-là. Et ma mère, elle était à la maison, elle était tout le temps là. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est que, moi, je ne veux pas dire qu'elle ne travaillait pas. Là, elle s'occupait de nous. C'est déjà du travail à temps plein. Mais elle faisait beaucoup de bénévolat. Donc, elle était dans toutes les organisations pour les femmes. Elle était engagée avec les marches des femmes. Elle a été la précurseur à Sherbrooke. Elle a ouvert de la microéconomie pour les femmes parce qu'à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas faire des emprunts à la banque à moins d'être sous le nom du mari. Fait que ma mère, un peu féministe, en tout cas avec Jeannette Bertrand et compagnie, elle était dans ces choses-là. Fait qu'elle a montré tout ça, comment on peut faire. Tu n'auras pas besoin d'un homme, tu vas être capable, tu vas voir, puis tout ça. Puis vraiment, elle m'amenait vraiment partout. Elle m'amenait, écoute, j'avais 6-7 ans, elle m'amenait à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Je suis allée à New York avec elle, dans les musées. Elle m'amenait au niveau des connaissances, plein de choses au niveau artistique, au niveau des entrevues. Écoute, j'écoutais du Lise Payette, je devais avoir 10 ans, là, tu sais. Donc, toutes les femmes de Lise Bombardier, etc., ça fait partie aussi de mon environnement de vouloir connaître la condition de la femme sur la Terre également, qui est un de mes grandes flèches que j'utilise aujourd'hui. Et c'est un privilège énorme. Je veux dire, tu étais comme une éponge dans tout ça avec ton niveau de sensibilité puis ton filtre à toi dans cette réalité. C'est fou. Oui, j'étais une éponge. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir l'attention. Donc, de quelque façon que ce soit, négative, positive, tout ce que je voulais, c'est juste de l'attention puis qu'on me dise « Wow, t'es vraiment intelligent ». Quand tu me disais ça, je pouvais manger dans ta main, je pouvais faire « Wow, c'est super cool ». Ça faisait référence au projet sens que j'ai, qui est un père et une mère, et les 2 enfants, ils veulent des enfants intelligents qui sont capables de s'organiser eux-mêmes. Fait que moi, j'ai acheté ce projet-là et j'en suis devenue hyper active par rapport à ça. Donc, hyperactivité chez un enfant, je ne le savais pas,
mais ça amène aussi hyper-anxiété. Donc, ça amène beaucoup de l'anxiété de performance, puis beaucoup de vouloir être parfait. Donc, ça amène beaucoup, beaucoup de contradictions entre je veux exister, mais il faut que ce soit parfait. Donc, j'installe des mécanismes de contrôle. Et déjà petite, ce que j'ai utilisé qui m'a beaucoup servi, c'est l'humour. Donc, je dédramatise beaucoup par l'humour. J'utilise cet axe d'approche-là beaucoup. Donc, moi, ce que je pensais devenir, quand j'étais petite, la petite Marie, ce qu'elle voulait être, c'est comédienne. Je voulais être une actrice. Je voulais créer des personnages, vivre dans des personnages et vivre tout ça. Si tu me demandes si je fais le parallèle entre ça, et je pense que je suis une actrice. Mm-hmm. Je suis vraiment une actrice dans la façon dont je transmets l'information. Et cette actrice-là, au lieu d'être un personnage qui est inventé, c'est une actrice de vérité, dans ce que je suis, dans la vérité qui est complètement différent d'un personnage régulier, d'un personnage normal. Ben, et là, on ne parle même pas de jeu, on parle de s'incarner puis de s'habiter. Hein? On parle de s'incarner puis de s'habiter. C'est... Pour s'incarner et s'habiter, de ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher les programmes de fond pour se faire assez confiance pour devenir qui on est et briller. Donc, c'est vraiment ça. C'est lâcher le programme, la croyance ancestrale qui m'a mis sur la terre, donc c'est-à-dire le programme qui appartient à mon père et à ma mère. Donc, de faire abstraction de cette construction inconsciente pour enfin être capable de me manifester. Mais ça, on ne le sait pas. Quand on est petit, on fait du copier-coller, on devient notre père, on devient notre mère, on devient ce que notre mère aurait voulu être et tout ça. Nos deux grands programmes, ce sont le masculin et le féminin qui nous ont formatés. Là, dans le beaucoup ou dans le manque. Là où je te corrigerais, honnêtement, c'est quand tu dis on ne le sait pas quand on est petit. Je peux te dire que jusqu'à 40 ans, j'en étais pas conscient jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui doivent avoir l'impression que c'est une révélation. Là. Oui. Ben oui. Tu sais, pour toi, c'est de l'acquis, là, c'est ton quotidien. Oui. Mais je peux te dire que c'est le genre de truc qui choque à un moment donné, qui remet les choses en perspective. Puis j'imagine déjà la tête des gens qui nous écoutent et ouais, c'est ça. Il y a comme des questions qui vont se poser. Il y a un processus d'analyse, d'introspection qui va commencer, c'est sûr. Quand on se parlait avant d'entrer en ondes, toi et moi, tu m'as mentionné une rencontre bien particulière que tu as faite à 7 ans. Oui. Et là, maintenant qu'on a placé, les gens, ils te connaissent déjà, là, puis ils t'aiment déjà. T'sais. Alors, on peut se permettre... Super, je vais pouvoir vous raconter ma vie. Alors, dis-moi, elle était de quelle nature, cette rencontre-là, à 7 ans? En fait, c'est une rencontre à 7 ans où je dois quand même placer le contexte. Okay. Disons que je suis une enfant anxieuse, on le sait. Donc, je suis une enfant anxieuse qui a beaucoup de peur, beaucoup de questionnements envers ce qui existe en parallèle aussi, parce que déjà très jeune, moi, je suis capable de ressentir qu'il y a des choses différentes dans l'espace, etc. Au niveau énergétique, je suis électrosensible, premièrement. Donc, pour moi, ça me rend très anxieuse d'être capable d'imaginer que je pourrais être... Parce qu'à ce moment-là, si je te remets en contexte, il y a des films comme Poltergeist qui existent, Exorcist et Carrie. Fait que ça, c'est les 3 films qui ont formaté la peur d'être possédé par le démon. OK? Fait que ça, j'ai été longtemps dans ça. Mais à l'âge de 7 ans, j'avais cette inquiétude-là. J'étais dans mon lit et j'avais vraiment peur. J'avais peur et je me disais, d'un coup, je suis possédée par le démon, machin. Je me ruminais dans ma tête toutes sortes de trucs comme ça. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, j'ai eu un contact avec un être de lumière. Et bon, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est un être de lumière, mais j'ai vraiment une énergie qui s'installe dans ma garde-robe. Puis de la garde-robe sort et dans sa présence et fait juste me dire son nom et que tout va être correct. Je n'ai pas besoin de tout ce stress. Tout va être correct. Ça va tout être correct. Et à ce moment-là, juste l'énergie qui a traversé là a fait que ça m'a complètement calmée, ça m'a ramenée au point neutre. Et effectivement, après cette expérience, ce qui a été vraiment génial pour moi, c'est que moi, j'ai pu aller en parler à ma mère pendant la nuit.
Donc, quand je suis allée en parler à ma mère pendant la nuit, elle m'a accueillie dans ce qui était là. Donc, elle a juste dit, ah oui, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et tout ça. Et là, j'ai pu, quand j'ai eu une personne qui m'a cru dans ce qui s'était passé et sans poser de jugement ou rien, peut-être qu'elle était trop fatiguée, puis elle voulait juste dire, puis couche-toi, puis dors, là. Mais quand elle m'a validé dans tout ça, ça a posé les paramètres à l'intérieur de moi qu'il y a autre chose qui existe que le métro boulot dodo. Et pour moi, ma vie a basculé à partir de l'âge de 7 ans. Mais tu l'as dit, elle en était probablement pas consciente de la valeur de ce cadeau-là qu'elle t'a fait, mais elle aurait pu tout scraper aussi, hein? Ah ben oui, facilement scraper. Parce que si moi, je suis dans mon monde intérieur et que je vois, perçois, ressens qu'il y a quelque chose dans mon monde, que ce soit un monde imaginaire ou peu, quand un parent arrive avec son rationnel et qui vient dire, ben voyons, ça n'existe pas ça. Franchement, tu es dans l'illusion. Je veux dire, les loups rouges dans le garde-robe, tu as peur, mais il n'y en a pas. Regarde, j'ouvre la lumière, il n'y en a pas. Fait que tu défais, tu déconstruis la construction de l'inconscient que tu es en train de faire. Donc, pour moi, ce que ça a fait, c'est, ça m'a dit, Marie, c'est correct. L'être de lumière m'a dit, ça va être correct. Je suis vraiment là pour prendre soin, m'occuper, m'assurer que ton chemin de vie soit vraiment toujours correct. Donc, ça m'a dit ça. Puis d'un autre côté, ma mère est venue valider le fait de cette expérience-là. Donc, je n'ai pas passé pour une alien ou une étrange dans tout ça. Et là, j'ai pu me rendormir. Et à partir de ce moment-là, ça a été fini les angoisses nocturnes pour moi. Ça a été vraiment fini. J'ai plus de peur, d'anxiété, de mourir, d'être possédée, etc. Fait que c'est comme c'est venu réparer toute cette structure-là. Et tu vois, là, c'est un peu... Mais j'ai écouté une entrevue ce matin d'un ami, Jean-François, qui est conférencier, et c'est un conférencier bègue. Oui. Alors, et dans l'interview, la personne lui disait, mais écoute, Jean-François, tu sais, ton handicap, et Jean-François dit, mais c'est pas un handicap. Et il y avait... En tout cas, ils ne se comprenaient pas les deux. Et à un moment donné, Jean-François dit, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on ne m'a jamais fait sentir que j'étais différent et que c'était un handicap. On m'a fait comprendre que c'était moi. Oui. Et que ça arrivait que ça prenait plus de temps avant que les gens comprennent ce que je dis. Puis il s'est donné des trucs, il s'est développé des béquilles pour fonctionner dans tout ça. Oui. Mais encore là, s'il était capable de dire que pour lui, son bègue n'était pas un handicap, c'est que ses parents ne l'ont jamais fait sentir comme un handicapé non plus ou quelqu'un qui était diminué, là. Non, mais moi, mon père était très absent, donc c'est pas dans la structure de mon père que j'ai reçu ça, mais c'est vraiment dans toute l'ouverture de ma mère. Et ma mère, à cette époque-là, écoute, comme je te disais, était féministe, engagée, c'était quelqu'une qui travaillait pour les causes de la femme, qui avait cette ouverture-là déjà et qui faisait de la méditation. Elle avait été se former en méditation. Et là, quand moi, l'anxiété a commencé à embarquer dans tout ça, elle le voyait parce qu'à toutes les nuits, je sortais, je voulais dormir avec eux autres et tout. J'ai quand même 7 ans. À l'âge de 9 ans, là, c'est comme on n'en pouvait plus de cette anxiété-là ou de ce TDAH qui voulait toujours plus. Donc, elle m'a déjà initiée très, très jeune. À 9 ans, moi, j'étais initiée par la méditation transcendantale. Et juste ce cadeau que j'ai eu, d'initiation à la méditation transcendantale. Je dis juste, mais c'est là ma grande révélation. C'est ce qui m'a permis d'aller dans une autre dimension. Parce que la méditation, c'est un état modifié de la conscience. Et je me suis rendu compte que je peux créer dans cet univers-là où il y a le vide, où il n'y a rien qui se passe, je peux créer à partir de cette vacuité-là exactement ce que je veux voir arriver dans ma vie. Donc déjà très jeune, j'étais en train d'être dans ce mécanisme de création-là. Et ce que je voulais, je l'obtenais par le chemin qui était absolument pas une intention, créer tout ça. Donc, je le créais déjà d'emblée dans ma tête avec le pouvoir disons, de la visualisation thérapeutique. Je le faisais déjà en ces âges-là pour obtenir ce que j'avais. Puis les portes se sont mises à ouvrir. Chaque fois que je veux quelque chose, ça se passe comme ça. Donc, c'est quand même des assises de fond. Qui m'ont été enseignées. J'ai eu le privilège, c'est ce que je dis, j'ai eu le privilège d'avoir une mère différente de toutes les autres mamans qui étaient là. Ma mère avait peur de rien. Fait que moi, je pouvais passer mes journées en ski, elle pouvait nous laisser jouer à l'extérieur, je pouvais manger de la boîte, je veux dire, il n'y avait aucune limite.
Et certaines personnes vont dire, ouais, elle était occupée ailleurs. Non, c'est juste qu'elle n'avait pas ce cadre-là rigide de la structure. Donc, j'ai eu beaucoup d'opportunités de me sortir moi-même des différentes directions qui étaient là. Et évidemment, l'hypnose n'est pas devenue... En fait, tu es allé à l'université. Oui, j'étais allée à l'université, parlons-en. Il fallait que j'aille à l'université. Moi, je ne pouvais pas aller à l'université. Mais comme je vous le dis, je n'avais pas du tout le profil pour aller à l'université parce que j'étais tellement dans tout. J'écoute les spectacles de fin d'année, les tournées, le bal des finissants. Moi, je m'occupais de tout ce qui pouvait être le party, puis avoir du fun, puis créer dans des dynamiques de théâtre, de chant, etc. Donc, évidemment, quand j'ai fait mon cégep, moi, je sortais d'un collège assez rigoureux. J'étais au Mont-Notre-Dame à Sherbrooke. Puis, quand j'ai sorti de là, écoute, moi, c'était l'ouverture. Fait que je suis allée chez les Anglais. Je suis allée au Champlain Regional College pour faire mes études, ce que j'appelais mon cégep en anglais. Écoute, j'ai fait tout sauf étudier. J'ai fait le party, j'ai eu du plaisir, j'ai rencontré du monde. Écoute, j'ai joué au rugby, j'ai fait plein de choses autres que d'étudier. Puis je suis rentrée à l'université quand même. Donc, ne me demande pas ce qui est arrivé. J'avais pas la note de passage. Je veux dire, c'est pas régulier, c'est pas régulier. Puis moi, je suis rentrée en activité physique. Donc, en activité physique, il fallait que tu passes un test de physique. Il faut quand même de test de capacité physique. Donc, je sais pas, ni d'Adam ni d'Ève, j'ai jamais passé ce test d'activité physique-là pour rentrer à l'université. J'ai été ramenée j'ai reçu mon acceptation en activité physique ou en kinésiologie qu'on appelle maintenant, je sais pas comment, je te dirais, ce que j'imagine dans ma tête, c'est que la dame qui mettait les dossiers refusés et acceptés a bâillé, oh, puis elle a mis le dossier sur accepté, puis je comme passais à travers les filets. J'aime croire qu'il y avait quelque chose de prédestiné pour l'enseignement. C'est ce que j'aime croire. Parce que théoriquement, avec les notes que j'avais, puis le party, c'est pas que je suis pas capable de l'avoir. Je n'avais mis rien dans mes études. J'ai approché la moitié de mes cours et tout ça, puis écoute, récupérer ça, oublie ça. Fait que j'ai fini au séminaire pour finir mon cégep, mais au final, je sais pas pourquoi j'ai été acceptée. Mais quand j'ai été acceptée à l'université, j'ai dit, j'ai un privilège. J'ai un privilège, j'ai pas fait le test d'admission, j'ai pas fait le test physique écrit, j'ai rien fait de test, je suis acceptée à l'université. Qu'est-ce que c'est ça? Et je me suis dit, ça, c'est un privilège. Et quand j'ai reçu ça comme un cadeau, comme un privilège, je me suis dit, c'est pas moi qui ai fait ça. Il y a quelque chose qui a régulé ce passage-là et j'ai été acceptée à l'université. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une passion d'étudier, une passion d'apprendre ça. Et j'ai rencontré une femme extraordinaire aujourd'hui, mon amie Joanne. Elle est un petit peu plus âgée que moi et elle m'a montré comment étudier. Elle l'avait dans la structure et l'organisation. Moi, j'étais le feu de paille. Donc, elle m'a recadré et elle m'a fait apprendre de façon que mon cerveau apprend. Elle m'a dit, tu sais, les insertions, ça se connecte là parce que tu peux faire ça. Ça se connecte là parce que tu peux faire ça. Mais je savais que tous les noms des os et tout ça. Elle m'a montré une façon complètement différente qu'à l'université, personne ne peut t'enseigner ça de cette façon-là. Et moi, quand j'ai compris que j'étais un être kinésiologique, c'est-à-dire qu'il faut toucher pour que je puisse apprendre. Dès que j'ai eu ça, écoute, je me suis mis à avoir des moyennes extraordinaires. J'ai fini dans les premiers placés en bac, en enseignement de l'activité physique. Ce que tu as enseigné après ou? En fait, en sortant de l'université, moi, j'ai jamais arrêté d'enseigner. Donc, j'ai trouvé un emploi dans un collège privé. Et dans le collège privé, tu vois, moi, je suis formée en activité physique. J'ai jamais enseigné en activité physique. J'ai enseigné en anglais langue seconde. Pourquoi? Parce que mes parents ont de la famille aux États-Unis et que j'étais bilingue. Et parce que j'étais bilingue, ben, ils ont décidé de me former par après. Mais il y avait un manque dans cette école-là. J'ai commencé en anglais langue seconde. J'ai pas arrêté pendant 10 ans, 15 ans, j'ai enseigné l'anglais langue seconde parce que j'ai enseigné toutes les matières possibles. Où est-ce qu'il y avait des trous? Qui veulent prendre? Moi, je vais prendre ça. Économie familiale, super, je vais leur montrer à coudre des boxeurs. C'est génial, je vais faire ça. Je vais leur montrer à faire de la peinture. J'allais chercher un certificat en art visuel pour pouvoir enseigner les arts. Écoute, je me suis toujours adaptée pour transmettre de l'information. Ouais. Peu importe la matière. Et ça ne devait pas être la matière qui t'intéressait dans tout ça, mais l'humain qui recevait la matière, j'imagine. C'est que ça. En fait, ma motivation, c'est que l'humain derrière ça. Et je te dirais plus profond que ça, plus profondément que ça, ma motivation, c'est de
c'est un mot qui énerve un peu, c'est réempouvoirer, c'est-à-dire redonner le pouvoir à l'être humain. Et moi, j'ai toujours fait ça. Donc, à défaut d'enseigner, donc dans mes enseignements, quand je commençais à enseigner, je n'enseignais rien de la matière. Le premier mois était à créer une relation avec l'élève, avec mon étudiant, mes étudiants. Et j'ai été chanceuse parce que j'ai commencé dans un domaine exceptionnel. À l'époque, il y avait des écoles où il n'y avait que des filles ou que des garçons. Et moi, j'étais dans une école qui avait que des garçons. Donc, j'ai commencé à travailler avec les cerveaux de garçons qui ne fonctionnent pas du tout à la manière d'un cerveau de fille. Il y a des recherches scientifiques qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, les fonctions du cerveau ont déjà commencé à m'interpeller dès que j'ai commencé au niveau de l'enseignement. Je me suis dit, il y a quelque chose de différent. J'ai suivi des formations, puis j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux états modifiés de la conscience, au développement personnel. Puis moi, ce que je faisais, je n'enseignais pas le premier mois. Je faisais des jeux. T'es qui, toi? Si tu me connaissais vraiment, qu'est-ce que tu saurais de moi? Puis on faisait ça en anglais. Puis on racontait qu'est-ce qu'il a fait pendant l'été, machin, tout ça. On développait un lien d'attachement. Puis le groupe mangeait dans ma main. J'étais capable, à partir du moment où j'avais la relation avec l'autre et la confiance de l'autre, j'étais capable d'enseigner n'importe quelle matière. Et parce que cette confiance-là, elle était là, ben à ce moment-là, les élèves, je leur donnais plein de devoirs, là. Écoute, c'est les seuls devoirs qu'ils faisaient. Parce que ça les rejoignait, parce que ça faisait un sens pour eux, parce que je les mettais au défi, parce que, puis les garçons, tu mets un garçon au défi, tu lui dis que c'est une compétition, puis il va y avoir un meilleur là-dedans, c'est sûr que lui, il va gagner. Que tu lui donnes une étoile imaginaire comme ça, il va être content, il va être winner, il va avoir gagné. Donc, j'ai commencé mes lettres de noblesse là-dedans. J'ai fait beaucoup d'enseignements. En fait, j'ai arrêté l'enseignement dans le milieu scolaire 25 ans plus tard. Donc, j'ai fait 25 années en enseignement à l'ordre secondaire. Mais ça, c'est 25 années complètement atypiques dans ta façon d'enseigner. Alors, tu as marqué plus qu'une génération de jeunes, mais tu as dû déstabiliser plus qu'une génération de professeurs aussi. Hein. Des directeurs aussi. Donc, je vous dirais que le fait, en fait, je te dis que le fait de ne pas être dans le moule et de ne pas accepter d'être entre quatre murs depuis toute petite fait de moi que je suis une atypique. Donc, être atypique, c'est déjà dans mon cerveau, c'est un cerveau de déficit d'attention, mais avec hyperactivité. La façon d'adresser l'information est différente. Je suis toujours sortie de la boîte, toujours sortie du corps, d'essayer d'avoir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'encore plus grand, d'encore plus merveilleux pour eux. Donc, évidemment, écoute, on a fait des murales dans les murs, on a fait un monde sous-marin. Écoute, j'ai fait des méditations guidées avec eux. J'aurais fait retrouver leur pouvoir. J'aurais fait faire de la scène slam, alors que chez les gars, c'est pas les plus grands poètes de l'univers, tu sais. On s'entend. Écoute, tous les élèves en 5e secondaire ont eu à faire une scène slam, c'est-à-dire à créer un texte engagé politiquement sur le mieux-être, se sentir mieux et tout ça, sur tout ce que j'avais enseigné au niveau du mieux-être, engagé, rimé, pendant 3 minutes, appris par cœur. Puis ils devaient le déclamer devant tous les gars de leur propre race, leur propre espèce. Fait qu'imagine comment ils se jugent, comment ils se critiquent et tout ça. On a préparé ça pendant des mois et des mois. Et ils ont fait ça. Ça a été canon de succès. Ça les a transmutés. J'ai des personnes qui font du slam, qui deviennent artistes depuis ce temps-là. J'ai des personnes qui deviennent médecins parce qu'ils ont réussi à faire ce truc-là, puis à aller chercher une valorisation extérieure. Donc, non. Puis écoute, ça brasse la cage. Écoute, des enseignants qui sont dans le cadre et tout ça, et que là, tu arrives puis que je suis debout sur les bureaux en train de faire la mouette pour leur montrer qu'on peut changer de dimension, ça fait pas plaisir autour de soi. Donc, effectivement, ce que ça fait, c'est que j'ai des alliés qui font comme « Ah, ça, c'est Miss Baker », parce que je m'appelais Miss Baker, hein, Marie Boulanger à ce temps-là. « Ah, ça, c'est Miss Baker. Miss Baker, c'est Miss Baker. » Puis, tu sais, des fois, je faisais le message à l'intercom. Puis là, je disais « Good morning! » Le nom de l'école. « Good morning, l'école! C'est le temps de se réveiller. Les étudiants dans le cours de Miss Baker vont se rendre immédiatement à tel endroit ou tel endroit. » Fait que ça faisait comme « Wow! » Ça faisait le bonjour du matin. Puis, évidemment, quand je faisais ça, il y a certains professeurs qui faisaient, ou certains enseignants qui faisaient comme « Es-tu fatigante, elle? » Déménage des choses. C'est vraiment fatigant. Wow! Et comment... Parce que quand on s'est rencontrés, toi et moi, tu pratiquais déjà. Tu avais ton cabinet. Tu enseignais déjà, mais sous l'égide d'une autre école de formation. Et tu étais encore professeur à l'époque, il me semble, ou tu étais en fin de parcours. Là.
Oui. En fait, oui. Puis j'étais maman monoparentale, hein, il faut s'entendre Ah ben là-dessus. oui. Fait que moi, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, je suis maman monoparentale, je travaille à temps plein en enseignement, donc ça veut dire correction, machin, tout ça. Je fais des formations de fin de semaine, je reçois des clients chez moi parce que je suis en formation. Alors, j'ai pas comme 5 minutes pour moi. Mais moi, ça me dérange pas. Je suis pas là-dedans. Moi, je suis au service de la conscience. Donc, depuis que j'ai 7 ans, je suis au service de la lumière, c'est-à-dire de ramener la beauté sur la terre et permettre aux gens de se reconnecter à eux. Fait que pour moi, c'est de la passion. Donc, effectivement, comment j'ai cogité tout ça en même temps? Ben, il est arrivé à un moment, il y a eu un point de rupture. Et le point de rupture, c'est, ben, Marie, est-ce que tu choisis de sortir des sentiers de l'enseignement ou est-ce que tu es obligé d'être dans un cadre et tout et tout? Puis est-ce que tu te lances dans enseigner une autre bannière, une autre école, une autre bannière d'enseignement? Et j'ai pris la décision à ce moment-là. En fait, mon inconscient a pris la décision à ce moment-là que j'en avais trop, là. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait que j'étais très malade à un moment donné. Je n'étais même plus capable de parler. J'ai perdu la voix. Donc, j'ai perdu ma voix. Et en perdant la voix, ben, ce que ça a fait, c'est que j'ai pris un congé de l'école et je me suis rendu compte que là, ben, il fallait vraiment que je passe à autre chose. J'avais trop de choses en même temps. Donc, ça a créé quand même un conflit à cette école-là. Il y a eu un gros conflit en lien avec moi qui faisait tout ce travail-là. J'ai fait des oublis, il est arrivé toutes sortes de choses. Et au final, j'ai décidé de me retirer de l'enseignement et j'ai fait le grand saut. Écoute, je suis 25 ans dans une école, dans l'enseignement, j'ai mon fonds de pension, je fais partie quand même de toute l'évolution de ça. Je suis aimée des étudiants, j'aime mon métier, j'adore enseigner, tout se passe bien, c'est le fun, c'est vivant, vibrant. J'ai cette passion-là et je me dis, là, du jour au lendemain, Marie, tu choisis de faire le grand saut puis de partir ta propre entreprise pour faire ce que tu veux dans une école réinventée. Il faut avoir des couilles, là. Je m'entends là-dessus, là. Moi-même, je me dis, OK. Puis tout autour de moi, c'est pas évident, là. Moi, j'ai des parents qu'il faut que tu sois sécuritaire, puis il faut quand même que tu aies l'argent, il faut que tu sois sûr de ça. Fait qu'autour de moi, j'ai plein de commentaires. Voyons donc, tu vas pas lâcher l'enseignement. Ton fonds de pension, il te reste quand même juste 5 ans à enseigner, etc. Écoute, puis mes collègues de travail, voyons donc, Marie, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Donc, on est dans ça, puis on est dans tout ce saut-là. Et moi, j'ai toujours cet être de lumière qui me dit tout va être correct. Donc, ce que je fais, ben, si tout va être correct, puis que tout est parfait tel que c'est, ben, ça va être une expérience d'un grand saut. Qu'est-ce que c'est le pire qui peut arriver? Fait que je revienne en arrière. Et moi, jamais je suis revenue en arrière et fabriqué du neuf avec du vieux. Je suis incapable de faire ça. Puis même dans l'enseignement que je fais. Si tu me vois, si un élève, moi, dans une année dans un cours, c'est un cours d'art, bien, l'année d'après, c'est des milliers de projets complètement différents. Je ne peux pas enseigner la même chose à répétition. Donc, même dans la tâche d'enseignement, je ne corrige pas de la même façon, je ne fais rien de la même façon, je sors toujours dans un nouveau chemin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quel âge tu avais, Marie, quand ce point de rupture-là est arrivé? Ben, ça fait 3 ans, donc j'avais 49 ans. 49 ans. Donc là, je te donne mon âge. Mais je trouvais ça important. Même si je t'ai dit que mon âge était 29 ans en perpétuité. mais je trouvais ça important que tu le nommes parce qu'il vient et t'en vois de toute façon énormément dans les gens que tu rencontres, mais il vient à un moment donné où il y a la crise de quarantaine qui s'installe des fois à la mi-trentaine, puis là, on a l'impression qu'à 40 ans, il faut passer à l'action parce qu'après ça, on l'échappe. Oui. Et à l'inverse, il y a des gens à 55 ans qui décident de s'assumer, il y a des gens à 75 ans qui décident de pleinement se mettre à briller. Il n'y a pas d'âge, tu sais. Et dans les gens qui nous écoutent, parce que je connais bien mes gens maintenant, tu sais, on va de 30 à 88 ans, là. Ben oui. Alors, c'est ça, il n'y a pas d'âge pour ce... Et tu n'avais jamais été entrepreneur, alors de l'employé, fonds de pension, régie, encadré, je me lance à mon compte, c'est une chose.
de le faire dans un secteur d'activité que tu aimes, c'est quelque chose aussi, mais être entrepreneur, je dis, c'est plus la même affaire, là. Ça vire Non, d'un short. c'est pas du tout dans ma ligne de conduite. Puis si tu me connaissais vraiment, tu saurais que moi, un budget, il n'y a pas de limite. Hein? Je veux dire, je ne peux pas me ça dans une case. Il y a ça, il n'y en a plus, je pisse dans le chapeau, je vais payer ça. Tu sais, je veux dire, au niveau de la structure entrepreneuriale, j'avais zéro de lettre de noblesse. Là. Je sais pas, j'ai toujours travaillé pour quelqu'un, reçu une paye et tout ça. Donc, pour moi, ça a été quand même fascinant parce qu'aujourd'hui encore, même 3 ans après, c'est très, très rare que tu pars une entreprise puis que dans l'entreprise que tu fais, que ça monte de façon phénoménale comme ça. Donc là, je suis vraiment comme en ouverture, c'est en train d'ouvrir encore plus grand au niveau international. Donc ce qui est intéressant, c'est, ben là, il faut que je me trouve des gens qui vont pouvoir aller faire ce domaine-là. Donc, il faut que je trouve des gens dans mon entreprise qui vont être capables de corriger des textes, qui vont être capables de ramener ça à un niveau qui est rationnel. Il faut que je me trouve des gens qui vont travailler avec moi, qui vont me faire un horaire, orchestrer ça et tout ça. Des gens qui vont être des administrateurs, qui vont me montrer comment ça fonctionne. Mais je pense que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi quand même une fibre d'avoir envie d'être libre. Et c'est vraiment ce que je suis allée chercher en créant mon propre emploi à ma façon, où je n'ai pas de liste à faire pour quelqu'un d'autre et que je ne vais pas enrichir une autre structure que la mienne. Et je ne parle pas enrichir matériellement, parce que mon objectif, ce n'est pas ça. Mais m'enrichir au niveau spirituel, au niveau de l'ouverture, au niveau du partage et de la crème de ce qu'on peut aller chercher en reconnectant les gens. Donc, c'est vraiment... Mais cette liberté-là, et je trouve ça le fun que tu le nommes, on ne l'acquiert pas nécessairement parce qu'on devient travailleur autonome ou qu'on part son projet. La sagesse que tu as actuellement, c'est ce que tu as nommé, c'est celle de t'entourer de gens qui vont venir remplir les cases pour que toi, tu restes dans ta zone de génie. Et c'est dans ta zone de génie que tu es libre parce que sinon, en fait, tu deviens prisonnière d'une structure qui t'empêche de faire ce que tu dois faire puis où tu es bien. Là. Je trouve ça intéressant, Jérémy, ce que tu dis, parce que il me semble, là, c'est sous toute réserve, mais il me semble que je me suis toujours retrouvée dans ma zone de génie. Ah. Et c'est dans cette zone-là que je peux exister. Donc, quand moi, ça devient dans la structure, dans la matière et l'organisation, pour moi, je m'éteins. Donc, à la fin, là, disons, au niveau écoute, les programmes de l'enseignement ont changé. On passait des notes à des commentaires et tout ça. Il y a eu une restructuration. J'ai passé à travers toute cette restructuration-là. Et pour moi, tout ce qui est paperasserie, que c'est pas la réelle réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais pour moi, c'est dichotomique. Fait que quand je me retrouve dans cette dichotomie-là, puis que je suis pas dans ma zone de génie, je peux pas fonctionner. Je suis dysfonctionnelle. Mais oui, effectivement, je vais me retrouver des gens qui, eux, ça, c'est leur zone de génie. On va être plein de génie ensemble. On va frotter la lampe, puis pouf, on va faire des miracles, des transformations intéressantes. Mais il est là, l'équilibre de la vie. Il y a des gens qui, comme toi, sont faits pour enseigner. Il y en a d'autres qui sont là pour comptabiliser. Puis, et quand on fait chacun ce qu'on doit faire, et quand on se permet, comme toi, tu l'as fait, tu t'es permis de rêver à ta maison, à ton institut, au cours que tu donnes aux clients que tu reçois, ça demande une structure. Cette structure-là qui va être apportée par quelqu'un d'autre, ben, c'est quelqu'un qui, elle, va être dans sa zone de génie puis qui va l'être, puis elle va être encore plus contente de l'être parce que tu es dans la tienne et c'est là où ça devient trippant la vie. Hein. Je pense que le point où est-ce que ça devient trippant, c'est quand on a la même vision. C'est-à-dire, dans chacun de notre zone de génie, avec une vision commune qui n'est pas Marie Boulanger, qui n'est pas une entité, mais qui est plutôt, disons, une forme pensée commune qui nous amène à ouvrir encore plus large. Donc, oui, ça fonctionne bien. Mais j'ai aussi eu tout ce qui est trahison, des personnes qui sont là pour l'argent, des personnes qui viennent me voir puis qui se tiennent avec moi parce que ce que je peux leur apporter et tout ça, puis qu'à partir du moment où je donne moins, la relation change. Fait que je suis quand même dans la matière. Je suis pas dans le « hop là, baba, abracadabra » et tout ça se passe super bien.
Il y a aussi quand même un fond de structure où Marie Boulanger, c'est une personne humaine normale, puis elle fait des erreurs, puis elle fait des choix, puis tout ça. La seule affaire, c'est que j'ai une capacité de me sortir de tous ces nœuds-là avec humour et avec légèreté. Fait que ça, c'est une corde de plus à mon arc, mais je peux te dire que ça dérange les gens autour. Ça dérange les gens autour. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que tu es la troisième entrevue et tu es la troisième qui dérange. Alors, manifestement, on est plusieurs à déranger. Oui. Là, actuellement, tes occupations principales, là, on est en pleine crise sanitaire. Alors, évidemment, toi, tu donnais déjà de la formation. Là, tu le fais en virtuel maintenant. Tu as dû t'adapter. Oui, j'ai dû complètement m'adapter. Complètement. Parce que ça n'a rien à voir de donner un cours en présentiel avec l'énergie physique, avec bouger, avec être là, que de mettre ça sur le web. Par contre, je me suis rendu compte que dans le domaine dans lequel je suis, qui sont les états modifiés de la conscience, c'est d'être capable d'entrer à l'intérieur de soi et de faire un travail de l'intérieur pour ramener une différence vers l'extérieur. Donc, ça a bien fait les choses. Et l'avantage que j'ai dans ce domaine-là, c'est que les gens en crise ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'aide. Donc, ils ont du temps et en ayant ce temps-là, peuvent suivre des formations et venir se retrouver des outils, une banque d'outils pour pouvoir ouvrir à leur plein potentiel. Donc, pour moi, ça a juste ouvert encore plus. Fait que merci la COVID. Pour ma part, voilà. 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 En rafale, 3 questions. On est dans le dernier. Tout passe tellement vite, tout passe trop vite. Et là, j'ai l'impression que cette question-là, elle va être plus facile pour toi qu'elle l'est. Je ne dirais pas pour le commun des mortels, mais pour les gens qui ne baignent pas nécessairement dans ton énergie. Mais si la petite Marie de 7 ans est cognée à la porte chez toi, que tu lui ouvrais, que vous vous asseyez au salon, vous preniez le temps de jaser ensemble une couple d'heures, une couple de journées, avec quel genre d'étincelle elle repartirait dans les yeux? De quelle façon elle retournerait dans la cour d'école, parler à ses amis qui lui demanderaient « Puis elle est comment? » tu sais? C'est quoi, la petite Marie, premièrement, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle dirait à la grande Marie, assieds-toi à terre. Assieds-toi à terre avec moi. On va regarder le monde comme si on le regardait par en dessous, comme ça. Puis après ça, elle me dirait, hey Marie, on monte sur le sofa, puis on le regarde comme si on le voyait d'en haut, comme ça. Puis elle, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle serait tellement heureuse que moi, je sois en instant T avec elle, que je lui donne toute cette partie-là, toute cette attention-là pour lui permettre d'ouvrir tellement large qu'elle dirait, hey, j'ai rencontré Marie, mais j'ai pas rencontré la grande, j'ai rencontré la petite. C'est comme si c'est ma jumelle, puis que je retrouve ma jumelle comme ça, puis je la ramène avec moi. Puis c'est ça qu'elle dirait. Qu'elle dirait, hey, la grande, elle s'est permis d'être la petite à travers tous les gestes, toutes les rencontres, tout ce qu'elle essaie d'enseigner, d'amener sur la terre. Donc, c'est un gros wow. Il n'y aurait pas de clash entre la grande et la petite. Mais elle se dirait aussi, comment t'as fait pour vivre dans un monde comme ça? Wow, je suis tellement fière de toi. Puis moi, je dirais, c'est à cause de toi, c'est grâce à toi, c'est parce que tu as toutes ces idées-là, puis que je t'ai laissé prendre toute la place que je peux être là aujourd'hui. Puis là, on se fait comme, wow, t'es hot. Puis là, elle dirait, non, c'est toi qui es hot. Ah, je t'aime assez. Puis moi, je dirais, je t'aime tellement. Puis viens dans mes bras, je te berce. Puis prends tes ailes, puis vole. C'est comme ça que je m'amuserais avec elle. C'est ça qui resterait de là. T'es tellement belle. Oh. Wow. Merci. Ta voix, en fait, il y a une relation entre ta voix et moi. Tu sais, depuis qu'on a vécu ces expériences-là d'hypnose, tu m'envoûtes. Alors, je fais attention. Non, fais pas tant attention. Parce qu'à la fin de cette entrevue, tout ce que tu auras à faire, c'est me donner la carte de crédit et les 3 petits chiffres derrière. Et ça sera mon plaisir pour toi. Tu es tellement généreuse. Et j'ai hâte de voir j'ai aucune idée d'où tu vas nous emmener, mais et si c'était plutôt la Marie qu'on souhaite le plus loin possible dans le temps, la Marie qui va être encore toute pétillante à 115 ans, mais qui va se retrouver sur 115, t'es capable. Mamie Marie. Et qui va être sur son lit de mort et à qui on va offrir la chance de faire un bond dans le temps et de venir te visiter, toi, la Marie d'aujourd'hui, 2021. Quel message, quelle perle de sagesse, quel type de remerciement il aurait pour toi? Hey.
Je pensais pas que ça m'émourait autant. Si Mamie Marie venait voir la femme que je suis aujourd'hui, excuse-moi, ça me touche vraiment beaucoup. On va prendre le temps. Elle lui dirait, tout va bien aller. Tout va bien aller. Tout est parfait. Puis probablement que Mamie lui dirait, prends le temps aussi pour toi, Marie. Prends le temps aussi pour toi. Puis moi, Marie, elle lui répondrait, le temps que je prends pour l'autre, c'est le temps pour moi. Parce qu'il n'y a aucune division entre ce que toi tu es et ce que moi je suis. Et Mamie dirait, je suis tellement fière de toi. Fais-toi confiance, tout va bien aller. Tout va déjà très bien. C'est beau, ça. Ça m'émeut. Je pensais pas d'avoir besoin de prendre un tissu. Mais c'est beau. J'adore l'idée, Jérémie, de faire venir les archétypes, de faire venir les personnages pour permettre au cœur de s'ouvrir encore plus. Donc, je te remercie vraiment pour ces questions-là. Ce pas des questions qu'on se pose normalement. C'est des questions qui nous font ramener l'essence de ce qu'on est. Donc, je pense que... Mais je l'ai trouvé difficile. Tu sais, si je l'ai posé la question, si je me permets de la poser, c'est que je me la suis posée aussi. Ben oui. Et que j'ai été en mesure de voir à quel point ça brassait des trucs parce que c'est facile d'être fier de ce qu'on a actuellement, de la perspective dans laquelle on est, mais de se projeter et de se regarder puis de se dire est-ce que tout ce que je fais là est vraiment aligné sur ce que je veux faire? Moi, je t'avouerais que ça a brassé passablement de trucs et déjà, ça fait que mon agenda a changé pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, parce que je m'en allais pas nécessairement là où je devais. Exact. Et la question que je m'étais posée avant que l'idée des entrevues arrive, et c'est la raison pour laquelle je fais des entrevues aussi. Je porte le message, tu sais, que c'est important de briller, mais comme tu viens de le dire là, moi, pour briller, j'ai besoin de faire briller. Et j'ai une discipline depuis le mois d'octobre où je fais des capsules sur le web à chaque jour. Ces capsules-là se veulent dans le partage, mais je me suis rendu compte qu'elles se situaient aussi beaucoup trop dans l'ego. Et là, j'ai fait « Oh wow, il est peut-être temps que j'arrête de me voir la binette à l'écran puis que j'emmène d'autres belles personnes à la place. » tu sais. Et c'est la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Mais je veux te remercier pour ça. Parce que moi, pour m'ébranler profondément comme ça prend quelqu'un qui est dans sa zone de génie. Pour vraiment être capable de m'amener à cet endroit-là. J'en ai vu un puis une autre. J'en ai vu plusieurs. Ben, je te remercie, Jérémie, pour ce coup de cœur que tu me fais vivre. Ça fait plaisir. Alors, écoute, pour terminer, parce que là, on a fait vivre des belles choses aux gens qui sont avec nous depuis maintenant presque 1 heure. Wow! Hein? Ouais. C'est ça, on est dans ces états-là, le temps passe. On s'en rend même pas compte. Non, mais je suis convaincu que toi et moi, cette caméra-là, cet exercice-là, on va le reprendre dans un autre cadre dans pas bien long. Je te reviendrai avec la proposition. Maintenant, quel message... Et là, ce que je trouve le fun, c'est que le message que tu vas partager avec les gens, parce que là, les gens nous ont écoutés, ils nous ont suivis, je m'allais dire quel message la Marie d'aujourd'hui a pour les gens, mais les gens vont comprendre que ce message-là n'est pas porté que par la Marie d'aujourd'hui, mais qu'il est porté aussi par la petite Marie et qu'il est validé par la mamie Marie. Là. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui nous écoutent? Le message, en fait, j'ai un message que j'ai depuis que je suis toute petite et depuis que je suis toute vieille et depuis que je suis Marie-moi. Le message que j'ai, c'est que dans notre structure d'humanoïde, dans la partie de notre psyché intérieure, on a vraiment tous les éléments à l'intérieur de nous. La seule chose, c'est de se permettre d'aller chercher de la connaissance pour nous amener et nous permettre de faire le grand saut à l'extérieur.
Et c'est un peu ce que j'ai envie de vous transmettre. Ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que tout se joue dans le microcosme, c'est-à-dire dans le moi, viré sur le je. Tout se joue sur le moi. Pourquoi? Parce que je suis une cellule du grand corps de tout ce qui existe à l'extérieur. Et si je transforme mes formes pensées, mes blocages, si je libère tout ce qui est à l'intérieur de moi pour vraiment ressortir, disons, l'essence de mon être, mais je l'amène à l'extérieur. Donc, je pars du microcosme et c'est le seul endroit où on a une influence, c'est à partir du microcosme, dans notre jardin intérieur. Donc, si je peux faire un souhait, un vœu pieux, que je veux faire, un souhait qui pourrait se réaliser pour chacun de vous qui écoutez, ce serait de prendre responsabilité de votre microcosme, de semer des fleurs, d'amener de l'amour, de la beauté, pour que le macrocosme, vous puissiez transmettre à l'extérieur la réalité de ce que vous vivez à l'intérieur. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je le vois. Tout ce qui est en haut, qu'on met à notre pouvoir en haut, est à l'intérieur de nous. Donc, si c'est à l'intérieur de nous, ben, j'ai le pouvoir de le transformer, de l'améliorer et de faire en sorte que je puisse le redistribuer aux autres. Et la chose la plus importante que je me pose toujours, c'est que puis-je faire pour servir le plus grand? Donc, voilà. C'est ce que je vous souhaite de redorer le microcosme pour que notre fameuse planète Terre, que notre macrocosme soit éveillé en conscience et qu'il puisse nous permettre de vivre des moments et des rencontres qui sont plutôt du cœur que de la tête. Et voilà, on s'attendait à rien de moins. Ah, voilà, la barre est haute. Un énorme merci, Marie, pour ce temps passé ensemble. Je le dis parce que je le pense, je t'aime beaucoup. Oui, moi aussi, je t'aime, Jérémy. Tu m'as permis de faire des bonds de géants et j'étais content de te présenter aujourd'hui aux gens et je suis convaincu qu'il y en aura d'autres rencontres comme celle-ci. Alors, merci beaucoup. Tout le privilège est pour moi, Jérémy. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. À très bientôt. Bisous. Bye tout le monde. Bye. Au plaisir.